Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci à la FFPP de m'avoir permis de participer sous cette forme à cette journée qui célèbre une importante victoire de notre belle profession. Je salue tous les collègues qui sont dans la salle et plus particulièrement tous ceux avec lesquels j'ai eu le privilège de participer ou d'accompagner dans nos luttes identitaires. Donc aujourd'hui, nous allons encore parler d'identité professionnelle, encore et toujours, parce que d'abord, c'est un sujet dont on n'a jamais fait le tour. Ensuite, c'est que sans identité professionnelle, le professionnel n'est simplement pas professionnel. Mais nous allons l'aborder aujourd'hui sous un angle un peu plus intime, tel qu'elle se construit à un niveau personnel, individuel et dans la relation d'aide qu'est la collégialité. Je fais une parenthèse pour demander votre indulgence collégiale quand j'arriverai à faire des manipulations techniques avec le PowerPoint. Et je vous demanderai un peu de patience si ça ne vient pas du premier coup. Donc revenons à l'identité professionnelle du psychologue qui commence bien avant les études par la présence fantasmée dans la tête du candidat d'un professionnel imaginaire accompli. C'est une vision idyllique qui promet sécurité, motivation, intérêt, réussite, mais surtout une représentation positive de soi. Mais au fond, qu'est-ce qu'un psychologue? La réponse à cette question s'élabore dans la formation initiale qui permet l'acquisition de connaissances, des valeurs et des règles de conduite de la profession. Il s'agit d'un apprentissage théorique et fondamental et à son terme, le psychologue se définit comme un professionnel accompli qui domine les savoirs, les objectifs, les compétences et les valeurs de sa profession et les met en pratique de manière déontologique et respectueuse en s'ajustant à l'évolution des standards de sa profession. La validation de la formation par le diplôme lui confère instantanément une identité professionnelle générale qui décrit les missions et les rôles qui seront les siens sur le terrain, mais aussi la manière dont il participera à sa communauté des pratiques. Il s'agit là d'une identité fondamentale car elle est collective et partagée par l'ensemble des psychologues, quel que soit leur domaine d'intervention. Cette forme d'identité promeut l'intégration dans une famille professionnelle et le développement d'un sentiment d'affiliation bien renforcé par l'adhésion aux associations professionnelles. C'est une identité qui se développe tout le long de la vie et de la carrière, de la vie professionnelle de la carrière, par l'apprentissage, l'acquisition donc de nouvelles connaissances. Une fois installée cette identité collective, une autre question s'impose. Mais au niveau individuel, quel genre de psychologue le professionnel souhaite-t-il devenir pour être en cohérence avec lui-même? Qui va-t-il être au cours de son exercice? Quel style de travail aura-t-il? Avec quelle liberté d'action? Quelle signature professionnelle et quelle créativité? J'espère que la réponse immédiate est celle d'un professionnel accompli. Oui, c'est la bonne réponse, mais comment va-t-il y parvenir? À ces questions, la réponse élabore sur le terrain, dans la pratique individuelle de la psychologie, qui amène obligatoirement à combiner l'identité personnelle construite à partir de l'histoire personnelle, des traits de caractère, des préférences, des croyances, des styles comportementaux, et l'identité professionnelle fondamentale, celle qui a été conférée donc par la formation. Les deux ensembles vont aboutir à un style professionnel personnalisé et donc à une identité professionnelle individuelle et spécifique, une sorte d'identité pair-pro qui, elle, n'est pas forcément partagée avec l'ensemble des pairs. L'identité professionnelle individuelle à son tour s'acquiert et se développe tout le long de la carrière par un apprentissage cette fois-ci expérientiel, continu, issu des interventions diverses et variées que le professionnel est amené à conduire. L'apprentissage expérientiel est soutenu par l'observation de soi, obligé, la réflexivité, obligée,
et la mise en place de comportements professionnels individualisés. Et dans ce parcours, la réflexivité est la base de tout. Donc là intervient votre indulgence professionnelle. Merci. Donc, ça ne marche pas. Je recommence. OK. Merci de votre indulgence. J'espère que maintenant, il n'y aura plus de problème. Donc, qu'est-ce que la réflexivité? Eh bien, c'est une conversation interne permanente que les individus ont avec eux-mêmes pour apporter des changements continus à leur vie en réponse à la connaissance d'eux-mêmes et des circonstances sociales. Cette conversation renvoie donc à un retour sur soi et à une mise en relation de soi avec soi-même. Il s'agit là de ces aspects cognitifs. Mais des études ont montré que la réflexivité est maximale dans la relation à l'autre, où elle déclenche un processus émotionnel qui anime les relations sociales et détermine les choix réflexifs. Dans la relation à l'autre, la réflexivité véhicule la notion de devenir et transforme au fil de la pratique la signification qu'on donne à soi-même en tant que professionnel. Le principe actif essentiel à la construction de l'identité professionnelle individuelle est donc la réflexivité. Mais maintenant, comment est-ce que la relation à l'autre, et donc la réflexivité, peut-elle contribuer à la formation de l'identité professionnelle? Et pour répondre à cette question, puisqu'on parle de relation, eh bien, nous sommes obligés, chers collègues, de nous pencher donc sur la notion de collégialité et sur les apports bénéfiques de la relation collégiale, sachant que nous n'aborderons que ces aspects lumineux. Ces autres aspects, on le laisse pour une autre journée d'études. On s'intéresse à la collégialité au moins pour deux raisons, parce que ce 16 mai 2025 est un jour historique de partage et de projection collégiale dans l'avenir, et parce que le Code de déontologie des psychologues nous y invite dans ses articles 26, 27, 28 et 29. Qu'est-ce que la collégialité? Eh bien, c'est un aspect du soutien social qui désigne une forme de communication entre des personnes qui exercent le même métier et qui savent donc de quoi il s'agit et de quoi elles parlent. C'est un processus fondé sur la réciprocité et dont les objectifs sont le développement professionnel, l'augmentation du sentiment d'efficacité personnelle et la recherche du sens donné à l'action. Ces principes actifs sont ceux de la relation d'aide que nous, psychologues, connaissons finalement très bien. Maintenant, voyons quelles sont les fonctions de la collégialité qui soutiennent la réflexivité et donc renforcent l'enrichissement de l'identité professionnelle individuelle. La collégialité a au moins 4 fonctions, parmi elles la régulation cognitive par le biais de la co-construction du sens au travail, en partageant les valeurs au sein de la profession et en fonction des contextes institutionnels, l'ouverture à autrui grâce à la capacité à saisir des perspectives variées, l'exploration, l'expression et la conscientisation de son propre fonctionnement professionnel en s'appuyant sur des pensées et émotions personnelles, la prise de conscience et la capacité à agir en toute situation avec, très important, la volonté de progresser dans sa carrière. Finalement, toutes ces prises de conscience et ce sentiment de capacité incitent le psychologue à avancer, à évoluer et donc à se sentir compétent. Et la stimulation de la créativité par l'enrichissement des perspectives et des pratiques.
Elle a également une fonction de régulation émotionnelle par la sortie de l'isolement professionnel, par la co-régulation émotionnelle qui est donc ce lien bidirectionnel entre l'expérience subjective d'un comportement expressif entre partenaires et qui contribue à leur stabilité émotionnelle. Le débriefing psychologique qui est nécessaire lorsque le professionnel se sent complètement débordé ou que la pression est extrêmement intense et ne peut plus y répondre. Et là, tous les ingrédients de la relation d'aide qui sont l'empathie, l'écoute active, le non-jugement, etc., vont apaiser la tension et donc reconnecter le professionnel à sa réflexivité. Et enfin, la régulation émotionnelle passe aussi par la protection du professionnel contre d'éventuelles critiques externes, tel qu'il nous le rappelle d'ailleurs l'article 26 du Code de déontologie des psychologues. La collégialité a également une fonction de régulation émotionnelle par l'augmentation de la compétence relationnelle, mais surtout par l'accroissement de l'authenticité. En effet, plus on est à l'aise dans les relations professionnelles et plus, donc finalement, cette identité personnelle et plus on va dire plus simplement, plus le style relationnel va s'affirmer et va être authentique. Donc, puisqu'on parle de style et d'authenticité, voyons maintenant quels sont les attributs du collègue idéal, et vous les avez tous soulignés en dessous. Donc, le collègue idéal est dynamisant, soutenant, réflexif, humaniste, créatif, empathique, authentique, respectueux, avec de bonnes capacités communicationnelles et véritablement investi dans sa profession. En somme, un excellent père aidant dans lequel absolument tout le monde ici présent ne peut que se reconnaître. Maintenant, voyons par quel processus la collégialité soutient-elle la réflexivité. Et là, on va évoquer 3 processus. L'apprentissage vicariant, entre collègues, on observe l'action des autres et on considère ce que l'on peut intégrer à notre répertoire comportemental et style professionnel, à la fois sur un plan strictement technique, et sur un plan émotionnel et relationnel. Il ne s'agit absolument pas d'imitation, bien entendu, mais en fait d'un processus d'auto-évaluation et d'auto-ajustement. Donc, le deuxième processus, c'est le partage de l'expérience et la conceptualisation. C'est vraiment la notion de partage et de conceptualisation qui fait que le collègue, par la conceptualisation, devient un important agent de réflexivité, même si ça ne se fait que autour de la machine à café, c'est tout de même très important et très bénéfique. Enfin, le troisième processus est l'identification temporaire ou périodique à ce qu'on appelle un modèle de rôle. Les modèles de rôle ont une place très importante dans la socialisation de nouveaux professionnels, surtout souvent anxieux à l'entrée dans la profession. Aux juniors, ils montrent comment réussir et ce qu'il faut faire pour cela, car ces modèles de rôle incarnent une forme de savoir-être en toutes circonstances. Ils suscitent habituellement des émotions positives qui donc, comme on l'a vu, vont soutenir la réflexion et surtout l'apprentissage expérientiel. Pour les autres, moins jeunes et seniors, les modèles de rôle aident à la traversée des transitions professionnelles et au renforcement de l'identité père-pro, individuelle et professionnelle. Ce sont souvent de véritables gardiens de l'héritage culturel et de l'histoire de la profession, et vraiment cette fonction ne doit jamais, jamais, jamais être perdue. Au cours d'une carrière, les modèles de rôle changent de place, ils apparaissent et disparaissent selon l'évolution professionnelle de chacun. De plus, chacun d'entre nous de sa place et dans son environnement professionnel peut devenir un modèle de rôle et s'inscrire ainsi dans un apprentissage vicariant pour réfléchir, augmenter sa cohérence identitaire et déterminer, surtout déterminer son style professionnel. Nous ne pouvons qu'assumer ces positions avec humilité et réflexivité, car de toute façon, tout le monde y passe à un moment ou à un autre.
On est tous inscrits dans la relation d'aide professionnalisante, sans laquelle la question quel psychologue je souhaite devenir resterait sans réponse. De ce fait, nous avons tous d'importantes responsabilités les uns envers les autres pour contribuer à notre développement professionnel et à notre cohérence identitaire. Ces responsabilités portent non seulement sur le respect, le d'abord ne pas nuire et sur la protection des collègues, mais aussi sur le devoir de nous faire réciproquement grandir, réfléchir pour véritablement devenir les psychologues que nous souhaitons être et progresser. Des journées comme celle-ci en sont de très belles illustrations, nécessaires et profitables, et on ne peut que souhaiter leur multiplication, mais n'oublions pas que l'identité professionnelle individuelle se construit au quotidien en transportant les ressources de la collégialité au lit du malade. Je vous remercie pour votre attention. J'avais préparé une petite ode à la collégialité, mais compte tenu de mes difficultés techniques, mon temps de parole est maintenant dépassé. Je vous souhaite une bonne continuation et vous remercie encore de votre attention. Bon, encore des difficultés. Au revoir.